L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour un nouvel épisode des grands débats. Aujourd'hui, nous allons revivre quelques temps forts des questions au gouvernement, l'un des moments phares ici à l'Assemblée nationale. Alors l'année 2025 a commencé avec un nouveau gouvernement sous la houlette de François Bayrou. C'est donc cette nouvelle équipe qui fait ses premiers pas dans l'hémicycle et l'urgence pour le Premier ministre, c'est de trouver des alliés dans cette Assemblée si divisée, plus fragmentée que jamais et surtout ne pas connaître le même sort que son prédécesseur Michel Barnier, c'est-à-dire la censure puis la chute. Mais pour Olivier Faure, le patron du PS, le compte n'y est pas. Opposition, mais nous avons fait un choix, celui de malgré tout rechercher un compromis. Nous avons, au cours de la semaine passée, beaucoup discuté avec vos ministres et vous-même et cherché sur nombre de sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français à avancer. Sur les sujets touchant à leur santé, sur les sujets touchant à leur service public, sur les jours de carence, sur tous ces sujets qui les inquiètent et sur lesquels vous êtes en partie revenus hier. Mais vous le savez, la clé de voûte de cette discussion, c'est la réforme des retraites. Cette réforme qui est restée comme une blessure à la fois sociale et démocratique pour les Françaises et les Français. Et donc, vous savez, ce départ va être progressivement repoussé à 64 ans. Ce sont les classes populaires, les femmes, les personnes avec des carrières longues, hachées, pénibles, qui seront les premières pénalisées. Vous avez annoncé vous-même hier que cette réforme pouvait être, je cite, plus juste. Voilà donc un point d'accord entre nous. Car pour nous, cette réforme est terriblement injuste. Vous avez annoncé, et c'est un premier pas, une conférence sociale, et celle-ci doit être maintenant transparente, sincère, où tout soit mis sur la table, âge légal, durée de cotisation, pénibilité, carrière des femmes, source de financement, et elle ne peut pas se clore, je le dis, elle ne peut pas se clore par un accord ou le retour à la réforme de 2023. Pour nous, socialistes, le statu quo n'est pas possible. C'est pourquoi, même dans le cas où syndicats et patronat ne trouveraient pas d'accord, il reviendra alors à la démocratie parlementaire de s'exprimer. Le Parlement doit avoir dans ce cas le dernier mot. Voilà notre position. Elle est claire, elle est publique. Monsieur le Premier ministre, à ce stade, le compte n'y est pas et vous savez que cette question conditionne notre réponse demain à la motion de censure qui a été déposée et à laquelle nous répondrons en fonction de notre réponse. Merci. Nous avons fait, en effet, nous avons pris le temps et fait l'effort réciproque de regarder ensemble s'il était possible de progresser dans le cadre des relations qui existent entre les différents groupes de cette Assemblée et le gouvernement. Il y a un premier cercle des groupes qui participent au gouvernement. Il y a un cercle défini par eux-mêmes comme ceux qui sont radicalement opposés à la démarche du gouvernement. Et il y a un deuxième cercle intermédiaire qui est ceux qui sont dans l'opposition et qui cependant décident de saisir toutes les possibilités de progression. C'est dans ce cadre que nous avons discuté. Et il y a beaucoup de sujets de discussion que nous avons abordés, par exemple l'évolution de l'ONDAM, du budget santé, qui forcément a des conséquences sur les hôpitaux, par exemple. Sur la réforme des retraites, nous avons décidé de demander aux partenaires sociaux, au gouvernement qui a la responsabilité de l'emploi public, de se réunir pour examiner les voies de progression qui avaient été identifiées après la réforme que Elisabeth Borne a conduite, après tant d'autres gouvernements, sur lesquels je signale seulement que votre groupe ou votre courant de pensée s'étant opposé aux réformes précédentes n'est jamais revenu sur ces réformes précédentes. Parce que la réalité s'impose à nous tous. Alors je vais vous répondre clairement. La réunion de cette conférence sociale, cette réunion va
nous le croyons, permettre de déboucher sur un accord. Nous le croyons parce que nous croyons, je crois, et je crois que vous croyez aussi, à la capacité des partenaires sociaux à progresser. Ils y sont déterminés et c'est un des piliers du socle de la démocratie française, la démocratie sociale. J'atteste, dans les conversations qu'ils ont avec moi, qu'ils sont déterminés à avancer. Ils ont eux aussi identifié des marges de succès. Il y aura donc 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'un accord se dégage. Naturellement, il fera l'objet d'un texte soumis au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il n'y a aucune sorte d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'imposer. Laissez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est la moindre des choses. Mais il peut se produire, et il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité pour que nous considérions. Il n'y a aucune possibilité pour que nous considérions à l'avance que les partenaires sociaux sont incapables de progression. Je crois exactement le contraire. Et donc je prends l'engagement devant vous que si nous identifions des changements possibles et positifs sur lesquels il est possible de discerner des progrès, nous les présenterons au Parlement dans un projet de loi. Les événements internationaux résonnent dans l'hémicycle. Le 20 janvier, Donald Trump a prêté serment lors de la cérémonie d'investiture au Capitole à Washington. Le lendemain, au Palais Bourbon, les députés font entendre leur vive inquiétude face au projet du président américain. Ils appellent l'Europe à être à la hauteur des défis qui s'imposent face aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche. Voilà plus de 5 ans que j'alerte, avec parfois le sentiment de prêcher dans le désert, sur l'obligation dans laquelle nous nous trouvons d'assurer notre souveraineté numérique et notre autonomie stratégique face à l'allié américain. Ce qui était déjà pertinent pour la France et l'Europe en temps d'administration Biden prend toute son acuité avec l'arrivée de Donald Trump. C'est la théorie du pire qui s'annonce. Le président américain a administré sans ambiguïté à l'Europe ce que le ministre français des Armées appelle, avec raison, un coup de pied au derrière. Nous allons devoir à la fois assumer pleinement notre défense, si possible en achetant du matériel américain, et affronter une guerre économique face à une Amérique particulièrement agressive. La présence d'Elon Musk aux côtés du président Trump, le ralliement immédiat des autres patrons des géants américains, ne laisse aucun doute sur l'ampleur d'une telle offensive et sur le rôle essentiel qui sera le leur. Or, la réaction du vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle, comme celle de la présidente de la Commission européenne, a de quoi faire bondir. L'une propose de faire montre de pragmatisme, sans doute confond-elle ce terme avec celui de soumission, et l'autre de dealer, autant dire de troquer, la défense européenne contre la paix commerciale. Le groupe démocrate souhaite savoir, Monsieur le Ministre, comment vous envisagez d'intervenir auprès d'une Commission européenne trop atlantiste pour défendre la souveraineté et l'autonomie stratégique européennes. Sur quel relais parmi vos partenaires européens comptez-vous pour défendre les intérêts de l'Union? Au lendemain de l'investiture, nous sommes prêts à travailler avec cette nouvelle administration et à défendre nos intérêts. Et dans ce contexte, l'Europe a un grand rôle à jouer. Nous sommes le plus grand marché économique du monde. Nous sommes une puissance sur le plan militaire. Personne n'a intérêt à entrer en conflit avec l'Union européenne. La configuration géopolitique actuelle est donc en réalité une opportunité pour que l'Europe s'affirme comme la puissance stratégique qu'elle est. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a d'ailleurs appelé la Commission européenne à se saisir vigoureusement de ces outils et à renforcer encore la législation sur les questions numériques, par exemple. Nous serons extrêmement fermes sur le sujet. Nous pourrons nous appuyer notamment sur nos partenaires allemands, ainsi que sur toutes celles et ceux convaincus, comme nous,
du rôle et des valeurs de l'Europe dans un monde fragmenté. Comme moi, vous êtes un utilisateur de X. Comme moi, vous avez vu surgir du jour au lendemain les publications d'Elon Musk qui ont porté Trump au pouvoir. Comme moi, vous avez vu les messages soutenant les volontés d'annexion du Canada, du Groenland ou soutenant une candidate d'extrême droite aux élections allemandes. X est aujourd'hui un espace violent et rempli de contre-vérités. C'est un espace de débat dont les règles sont faussées pour favoriser son patron et ceux qu'il décide d'aider. C'est devenu une jungle au service de l'extrême droite. Un seul homme, un milliardaire américain, membre de l'administration Trump, un homme au comportement et expression erratique, avec des gestes hier qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. C'est cet homme qui est en mesure de choisir quelle personnalité politique ou quelle information il fait apparaître sur nos écrans. C'est cet homme qui manipule un algorithme qu'il transforme sous nos yeux en machine de guerre contre nos démocraties. Nous nous sommes dotés à l'échelle européenne de règles ambitieuses pour nous protéger. Ce sont de bonnes règles. Elles ne censurent pas la liberté d'expression, elles la garantissent. Car nos règles européennes interdisent la manipulation des algorithmes et elles obligent à supprimer les contenus mensongers. Elles punissent le tricheur et le menteur. En Roumanie, l'élection présidentielle a été annulée car TikTok a laissé 25 000 comptes russes influer sur le résultat des votes. Elon Musk a pour projet cette internationale réactionnaire pour l'Europe et X est son arme pour mener ce combat idéologique et culturel. Monsieur le ministre, leur est-il vraiment tout permis ou allez-vous faire entendre la voix de la France, c'est-à-dire la voix de l'indépendance et pousser l'Union européenne à prendre des sanctions à la mesure de l'attaque qui a lieu contre nos démocraties? Jusqu'ici, Elon Musk agissait en tant que citoyen. Désormais, Elon Musk va faire partie du gouvernement américain. Comme vous l'avez dit, l'Europe s'est dotée de moyens pour répondre à ces attaques d'une nouvelle génération. Et donc, le moment venu, l'Europe et la France en tête vont mettre en œuvre les réponses adéquates pour répondre à ces excès, si excès il y a, et pour réagir dans le cadre de ces comportements. Monsieur le ministre, il aura fallu à peine 24 heures à Donald Trump pour diviser l'Europe. D'un côté, nous avons le président américain qui montre les muscles et promet de taxer les produits européens. Et de l'autre, notre commissaire européen, M. Stéphane Séjourné, qui commence déjà à brader notre industrie de défense. Au lieu d'assumer le rapport de force, il ouvre un jeu dangereux. Il propose à demi-mot d'acheter des armes américaines contre un libre-échange débridé. Non, monsieur le ministre, notre souveraineté n'est pas à vendre. Notre indépendance n'est pas à brader. Nos emplois ne sont pas à bazarder. Que dit la Commission européenne aux salariés de la défense française? Que dit-elle aux équipes de KNDS à Roanne qui font la fierté de nos armées? On connaissait l'Europe naïve, nous nous dirigeons vers une Europe soumise. Soumise à l'influence américaine, soumise à la protection états-unienne, soumise désormais au bon vouloir de l'oncle Donald. Avec le groupe de la droite républicaine et Laurent Wauquiez, nous voulons que le travail du gouvernement de Michel Barnier soit poursuivi. Je pense notamment à l'engagement sans faille de notre collègue Jean-Louis Thierriot dans les programmes EDIS et DIP. Cela passe par deux mots, préférence européenne, car nous devons nous défendre face aux guerres commerciales. Et elles sont nombreuses. Guerre commerciale contre notre industrie de défense, contre notre industrie textile, contre nos PME, contre nos agriculteurs, contre notre souveraineté. Les achats réalisés avec nos impôts doivent favoriser nos entreprises, pas les concurrents américains ou chinois. Ne soyons pas dupes. Alors que certains cherchent à nous diviser et à affaiblir la République dans cet hémicycle, Donald Trump prépare une offensive sans précédent. La voix de la France doit donc être claire. Le gouvernement français soutient-il la position de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ou du commissaire européen, M. Stéphane Séjourné? Je vous remercie. Merci. En matière de défense en particulier, nous continuerons de miser sur l'Europe de la défense et le soutien à nos entreprises européennes pour affirmer notre indépendance stratégique en matière d'armement. Nous défendrons pied à pied l'agenda de Versailles adopté par les membres de l'Union européenne en 2022. Plus largement, s'agissant des prises de position américaines en matière multilatérale, la France, fidèle à ses valeurs et ses engagements, restera un fervent défenseur des enjeux environnementaux, de santé mondiale et de manière plus générale des droits humains et du respect du droit international.
Notre position au Conseil de sécurité nous donne une responsabilité particulière en ce sens. Je vous remercie. Hier, Donald Trump a été investi président des États-Unis. Son retour à la Maison-Blanche marque pour nous, Français et Européens, une ère d'instabilité politique et d'incertitude vis-à-vis de ce grand pays allié. Les États-Unis sont un allié et un partenaire de l'Europe et de la France, mais dans le contexte que nous connaissons, il est difficile de considérer qu'il s'agit d'un partenaire fiable, constant et loyal. Nos relations commerciales avec les États-Unis, notre défense militaire, notre souveraineté numérique, l'intégrité de nos processus démocratiques, beaucoup d'enjeux sont en question pour la vie des Européens. Face au réveil des puissances, l'Europe ne peut pas s'affaiblir. Plus que cela, plus que jamais, nous devons affirmer la souveraineté européenne. Nous avons besoin d'une deuxième assurance vie militaire, en plus de l'OTAN, qui serait une vraie défense européenne. Nous avons besoin de faire respecter les règles vis-à-vis des géants du numérique. Nous avons besoin de sortir de la naïveté commerciale vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et nous devons aussi redevenir un continent d'innovation, une puissance économique. Cette souveraineté en matière industrielle, énergétique ou encore agricole, nous la réussirons que tous ensemble à 27. Alors que demain nous célébrons le jour de l'amitié franco-allemande, j'ai plus que jamais la conviction que cette réaffirmation de notre puissance européenne passe par un moteur franco-allemand qui retrouve de l'ambition pour une souveraineté européenne. Monsieur le ministre, quelles initiatives peut-on prendre en France avec notre partenaire allemand pour relancer l'Europe? Je vous remercie. Merci. Vous le savez, la France porte un agenda de renforcement de la souveraineté européenne qui est essentiel pour défendre ensemble nos intérêts dans un monde où nous faisons face au retour de la force. Depuis 2017, grâce à l'impulsion donnée par le président de la République dans son discours de la Sorbonne, nous nous sommes dotés d'instruments européens pour lutter contre les pressions commerciales, développer notre industrie de défense, protéger notre souveraineté numérique et mener de front la double transition numérique et environnementale. Le couple franco-allemand reste incontournable pour faire avancer l'Europe et vous avez raison de le dire. Le président de la République recevra d'ailleurs le chancelier mercredi pour préparer ensemble le Conseil européen informel du 3 février. Nous avons la volonté, avec nos partenaires allemands, de développer notre politique industrielle, de provoquer un choc de compétitivité et de renforcer notre défense. Ce moteur franco-allemand n'est pas exclusif. Nous travaillons notamment avec la Pologne dans le cadre du format de Weimar. Je vous ai dit que nous avions les outils pour agir. Il s'agit maintenant que l'Europe les emploie et s'affirme comme la puissance stratégique qu'elle est. Les frontières de l'Europe ne sont pas négociables, pas plus que l'intégrité de nos processus électoraux. Ce 28 janvier 2025, un mot s'invite dans l'hémicycle et enflamme la séance de questions au gouvernement. Sur un plateau de télévision, François Bayrou a évoqué, je cite, un sentiment de submersion migratoire en référence à la situation de Mayotte qui subit une pression migratoire venue des Comores. Eh bien, l'emploi de ce mot subversion provoque l'indignation de toute la gauche jusqu'à mettre en péril l'accord de non-censure conclu avec les socialistes. Submersion, ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde, un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre? Et que dire de ceux de votre ministre de l'Intérieur ou de votre ministre de la Justice? Et d'abord, de qui parlez-vous? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papiers alors qu'ils sont en apprentissage? De cette jeune Lyrie à Rouen? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents? De celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches? Parlez-vous de ces hommes et de ces femmes dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME, de ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, perdent leurs cotisations,
payent nos retraites de ces vies arrachées à leur pays, à leur famille par les guerres, les persécutions ou la misère. Monsieur le Premier ministre, la question migratoire est une affaire trop sérieuse. Et elle est sérieuse pour les Français, pour s'en laisser dicter les termes par l'extrême droite. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Tout plutôt que cet ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine de l'autre. Tout plutôt que la corruption de nos principes. En républicain, dans la fidélité à votre famille politique, les démocrates chrétiens, je vous appelle au sursaut. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion? Cette émission et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Et donc, quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays toute une communauté de départements français est confrontée à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Et c'est un désespoir, Qui peut dire que ce n'est pas vrai? Qui, parmi nous, ne peut dire que ce n'est pas vrai? Et donc, ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Et ces réalités-là, il est inutile d'utiliser des mots excessifs. Allez, s'il vous Cette plaît. réalité-là, c'est celle que ressentent nos compatriotes et notre responsabilité à nous, c'est de changer les choses. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la misère qui est la cause de l'immigration. C'est la guerre parfois, c'est le changement climatique qui est la cause de l'immigration. Mais l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. Parce qu'il n'y a pas d'intégration comme nous le voulons, par le travail, par la langue et par les principes. Je ne peux être, moi, que consterné, submergé par la consternation de votre réponse. Et écoutez cette phrase de Rousseau, la domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés, de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Les préjugés sont nourris par le réel. Et ceux qui... Inutile. Et ceux qui ici considèrent qu'on doit faire de ces sujets des sujets d'affrontement, à mon avis, trahissent notre mission. Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier, non pas pour les exagérer, mais pour leur apporter des réponses. C'est notre responsabilité de républicain. Monsieur le Premier ministre, vous nous faites honte. Vous faites honte aux 16 millions d'électeurs qui se sont massivement mobilisés le 7 juillet dernier pour éviter que notre République bascule vers le racisme et la xénophobie. Vous nous trahissez
quand vous utilisez les mots d'apport étranger. Vous insultez tous nos compatriotes pour qui l'immigration est une partie intégrante de leur histoire et de leur identité personnelle. Quand vous parlez de submersion migratoire. Et Monsieur le Premier ministre, vous mentez quand vous dites que vous répondiez à une question sur Mayotte. Vous mentez quand vous dites que vos propos ne concernaient que Mayotte. Je vous cite, vous avez dit « Dans un certain nombre de villes ou de régions, ont ce sentiment » au pluriel. Et vous mentez quand vous dites que vos propos sont fondés sur le réel, ce ne sont que fantasmes et complotisme. Vous avez jeté en pâture à l'extrême droite toutes celles et tous ceux qui sont nés hors de nos frontières mais qui vivent avec nous. Vous les abandonnez. Vous les abandonnez par votre silence assourdissant face à la fermeture de 6500 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Par votre acquiescement coupable au durcissement des conditions de régularisation, les condamnant à la clandestinité. Monsieur le Premier ministre, réagissez et je vous le demande solennellement. Présentez vos excuses. Notre pays a été pendant des siècles un pays d'intégration. Déjà sous l'Ancien Régime, puisque c'est là que le droit du sol avait été défini, et ce pays d'intégration est aujourd'hui en panne. Et il n'est pas en panne à cause des immigrés, il est en panne en raison des difficultés que notre société a à répondre à la question de l'école, à la question du travail, à la question de faire partager nos principes dans un certain nombre de villes et de quartiers. Refuser, pardonnez-moi, je le dis avec calme, refuser de voir les difficultés et le sentiment qu'un très grand nombre de nos compatriotes partagent, y compris dans des arrondissements parisiens, le sentiment qu'ils ont qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes sans armes. J'ai dit et je répète, et c'est de là qu'est partie la discussion hier dans cette émission, s'il y avait autant de personnes en situation irrégulière à Paris qu'il y en a à Mayotte, il y aurait 400 000 personnes en bidonville à Paris. Qui, à ce moment-là, oserait mettre en cause les mots? Personne n'oserait. Vous seriez tous en ébullition. Et donc, notre devoir et notre responsabilité est d'assurer à nos compatriotes qu'il y a une loi et que cette loi est respectée et que quand il y a des obligations de quitter le territoire français, ces obligations sont exécutées. Le sentiment de nos compatriotes est que nous sommes sans défense en face de phénomènes dont ils connaissent l'origine. La guerre, la misère, le changement climatique, dont ils connaissent l'origine, mais dont ils ont la certitude que nous ne possédons ou que nous ne mettons en œuvre aucune des solutions nécessaires. C'est à cela que je nous appelle, plutôt qu'à faire des querelles sur les mots, la situation de notre pays sur l'immigration, la situation des Français, le sentiment des Français sur l'immigration, c'est un symptôme de l'incapacité où nous avons été à résoudre les problèmes nationaux. Malgré la polémique, les socialistes ont décidé de ne pas faire tomber le gouvernement sur le budget qui sera donc adopté. Mais la référence à la submersion migratoire à Mayotte ne passe pas. Le 19 février, les socialistes défendent une motion de censure spontanée. Elle n'est pas votée. François Bayrou reste en place. Mais lors des questions au gouvernement, la situation à Mayotte continue de préoccuper l'hémicycle. Les élus de l'archipel appellent à l'aide. Je veux vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la reconstruction de Mayotte et la faiblesse des budgets qui sont annoncés pour elle. Le Sénat a voté 100 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour la mission Outre-mer, 60 millions en crédit de paiement, 20 millions pour le plan Mayotte et 2,5 millions pour les écoles. C'est vraiment bien maigre pour reconstruire 375 km² totalement détruites par la catastrophe naturelle du siècle qu'a connue notre pays.
Avec quel budget comptez-vous construire le 2e hôpital promis, le nouvel aéroport, le 2e centre pénitentiaire, les routes et autres infrastructures comme le commandement de gendarmerie prévu en Grande Terre? Où sont les milliards nécessaires pour Mayotte? Vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici ou en commission et lundi au Sénat, puisque nous allons débattre de la loi de reconstruction de Mayotte, la loi d'urgence. Il y a plusieurs temps, le temps de l'urgence vitale, et je me rends demain avec ma collègue Elisabeth Borne à Mayotte précisément pour regarder de près comment ces choix, ces directions, ces politiques s'appliquent. Il y a la loi qui est en cours, en discussion, vous l'avez évoqué, qui doit aider à accélérer les procédures, et il y aura une autre loi, je l'espère ce printemps, qui va aborder les questions de sécurité, d'immigration, de développement économique, d'urbanisme ou d'éducation. Évidemment, nous avons déjà engagé des financements. Il y a une mission interinspection qui est en train d'achever l'évaluation des coûts. Nous en aurons sans doute les résultats en fin de semaine et je vous en informerai directement. Et sur ces bases-là, et j'en prends l'engagement, comme nous l'avons fait pour la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs mois, que l'État, sur les financements, sera au rendez-vous. Je ne peux pas évoquer un coût, il sera très élevé et l'État devra être au rendez-vous de la reconstruction de Mayotte. Monsieur le ministre, votre collègue de Montchalin a expliqué au groupe Lyotte que l'État compte sur l'Europe pour financer la reconstruction de Mayotte. Quand on connaît la très mauvaise, sinon catastrophique gestion des fonds européens à Mayotte par les services de l'État, on peut être inquiet. Enfin, renvoyer toute rallonge budgétaire pour Mayotte à un budget rectificatif très hypothétique est tout aussi inquiétant. Je le dis ici, Mayotte n'acceptera pas une reconstruction au rabais. Nous ne laisserons pas l'État fuir ses responsabilités à Mayotte. Il faut reconstruire, refonder Mayotte et totalement sur de nouvelles bases. Avec le retard qui a été pris et qu'on pouvait constater avant le cyclone Chido, là nous avons une ambition et un devoir vis-à-vis des Mahorais. On nous regarde d'ailleurs dans le monde et dans la région. L'Union européenne doit nous aider. Il faut que tous les dossiers soient prêts avant début mars. Donc là aussi, tous les services, et notamment la ministre des Comptes, est totalement mobilisée sur ce sujet. Nous serons au rendez-vous. Nous n'avons pas d'autre choix et l'ensemble des ministères seront mobilisés pour aider à ce financement. C'est un engagement de la France et de la République. Il n'est pas personnel. Nous le devons encore une fois aux Mahorais et à des élus courageuses comme vous. Depuis des mois, les sujets de discorde entre la France et l'Algérie se multiplient. Détention de Boualem Sansal, influenceur algérien arrêté, question du Sahara occidental. La tension monte entre les deux pays. La situation inquiète les députés. Il ne peut y avoir de vertu à l'immigration légale si dans le même temps l'immigration illégale progresse de façon exponentielle. La récente circulaire du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, apporte les précisions nécessaires à l'application de la loi du 26 juin 2024 portant sur le contrôle de l'immigration, en priorisant notamment les travailleurs dans les filières en tension, dont la définition d'ailleurs doit être précisée. Cette circulaire, qui vise à mettre un terme au désordre migratoire, doit, pour être pleinement efficace, se conjuguer avec des engagements clairs avec les pays d'origine, afin de faciliter le retour des personnes faisant l'objet d'une décision d'OQTF, notamment lorsqu'ils sont auteurs de délits. Dans ce contexte, le refus croissant des autorités algériennes de coopérer sur les questions migratoires nécessite une réponse appropriée. En effet, l'Algérie bénéficie d'un régime spécifique instauré par l'accord de 1968 qui octroie des dispositions dérogatoires plus favorable aux ressortissants algériens pour la délivrance de titres de séjour ou l'entrée sur notre territoire. Hier encore, un incident diplomatique entre la France et l'Algérie a eu lieu avec la convocation de notre ambassadeur. Dès lors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si, comme le souhaite le groupe Horizon et Indépendants, la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968 est envisagée par la diplomatie française afin d'engager un dialogue ferme face aux obstacles de l'Algérie à nos mesures d'éloignement. L'accord de 1968 crée, comme vous l'avez dit, un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de séjour, de travail et de mobilité entre la France et l'Algérie.
signé il y a 60 ans. Il crée effectivement des conditions plus favorables que le droit commun pour certains profils, mais également plus défavorables pour d'autres. Et puisqu'il a été signé il y a 60 ans, eh bien, la situation depuis a pu évoluer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet accord a été modifié à 3 reprises, en 1985, en 1994 et en 2001. Rien n'empêche qu'il puisse évoluer à l'avenir. Et d'ailleurs, lorsque le comité intergouvernemental de haut niveau entre la France et l'Algérie, qui s'est réuni en octobre 2022, s'est tenu, la France et l'Algérie ont convenu de réactiver le groupe technique, et je cite, le groupe technique bilatéral de suivi de l'accord en vue de l'élaboration, le moment venu, d'un 4e avenant. C'est donc une évolution qui est tout à fait possible, qui est envisageable, à condition bien sûr que la sérénité revienne dans nos relations avec l'Algérie, et le moment venu d'aborder une telle évolution avec précision, avec sérénité et en veillant à maximiser les intérêts de la France et les intérêts des Français. Depuis des mois, l'Algérie crache sur la France. Après avoir enfermé Boualem Sansal, après avoir engagé des influenceurs pour semer le chaos, après avoir renvoyé ses agents de haine à la France après leur expulsion, l'État voyou algérien a encore renvoyé ces dernières heures un Algérien sous OQTF expulsé par la France. La dictature algérienne et son président insultent désormais les responsables politiques Éric Ciotti, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jusqu'à quand cette humiliation va-t-elle durer? Jusqu'à quand? Ces personnalités reçoivent quotidiennement des menaces des réseaux algériens, notamment des menaces de mort. Chaque semaine, nous vous interrogeons sur les mesures prises contre la voyoucratie algérienne. La France doit prendre son indépendance du diktat moral de l'Algérie. Même le ministre de l'Intérieur est menacé par le dictateur algérien. Combien de temps allez-vous baisser la tête? Allons-nous baisser la tête? Jusqu'où accepterez-vous l'ingérence d'une dictature qui oublie ce qu'elle doit à la France? Réseaux routiers, irrigation, voies ferrées, ponts, écoles, hôpitaux et ports marchands. La France est-elle endettée envers l'Algérie au point de devoir s'offrir comme un buffet à volonté dans lequel un État qui n'a que mépris pour notre pays peut se servir ou cracher quand bon lui semble? Le divorce est consommé depuis plus de 60 ans. Mettons fin à la pension mémorielle des accords de 68. Nous vous le demandons encore une fois. Allez-vous sortir de l'accord de 68? Allez-vous augmenter les droits de douane? Allez-vous révoquer les visas, notamment des officiels algériens? Allez-vous couper l'aide au développement? Boualem Sansal est toujours prisonnier. L'Algérie continue chaque jour d'insulter la France. Les ministères de la parole ne suffisent plus. Agissez. Demain, les fatwas remplaceront les influenceurs et il sera trop tard. Monsieur le député, les menaces de mort sont inacceptables d'où qu'elles viennent et qui qu'elles visent, et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Ensuite, sur l'Algérie, nous abordons la relation de notre pays avec l'Algérie avec lucidité et sans aucune naïveté, comme avec tous les autres pays, et avec comme seule boussole l'intérêt des Français. Quel est l'intérêt des Français dans la coopération entre la France et l'Algérie? Eh bien, c'est d'abord la maîtrise des flux migratoires, la réadmission des étrangers en situation irrégulière. C'est ensuite la coopération économique pour nos entreprises et pour les leurs. C'est ensuite la coopération en matière de sécurité et de renseignement, car oui, nous avons besoin que nos services puissent communiquer les uns avec les autres. Et c'est avec ces exigences en tête que nous avons négocié pied à pied la déclaration d'Alger en 2022 qui fixe les termes de notre coopération, mais que nous avons conçue avec nos conditions et à nos conditions. Mais pour coopérer, il faut être deux. Les déclarations que vous avez rappelées, la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal, le refus de réadmettre des Algériens qui avaient été expulsés, tout ça clairement n'est pas acceptable et est contraire à l'esprit de cette déclaration d'Alger de 2022. Alors oui, nous sommes prêts à prendre des mesures fortes, aucune difficulté. Nous sommes prêts. Mais nous sommes prêts aussi à un dialogue qui permette de répondre à nos exigences. J'ai lu comme vous, dans l'entretien du président Tebboune, que lui aussi y était prêt. Si c'est bien le cas, alors nous le ferons avec comme seule boussole l'intérêt des Français. Il y a 20 ans, le 11 février 2005, l'Assemblée nationale adoptait la loi sur le handicap. Un texte historique pour garantir les droits des personnes en situation de handicap. Seulement voilà, 20 ans après, le bilan est très mitigé.
La moitié des établissements publics ne sont toujours pas accessibles et le taux de chômage des personnes concernées reste 2 fois supérieur à la moyenne. Aujourd'hui marque les 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap. Ce n'est pas un anniversaire à célébrer, mais le rappel d'une promesse républicaine non tenue. Sur l'accessibilité, l'emploi, la scolarisation, 20 ans après, nous ne sommes pas encore au rendez-vous. Résultat, le handicap reste un motif majeur de discrimination. C'est tout simplement la première cause de saisine du défenseur des droits. Aujourd'hui, notre proposition est simple. Soyons à la hauteur de l'enjeu, ouvrons une nouvelle méthode de travail. Elle est attendue par les 12 millions de personnes en situation de handicap et les 9 millions d'aidants. Rassemblons l'Assemblée, le Sénat ainsi que les ministres concernés et fixons une échéance claire, d'ici cet été, une méthode précise pour travailler collectivement des axes de progrès. Ils sont nombreux. On peut les puiser dans les initiatives parlementaires, bien sûr, mais aussi dans le travail incroyable mené par les associations. Actons nos désaccords sans acrimonie et trouvons surtout des solutions majoritaires et concrètes. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à vous engager aujourd'hui, sur la base de l'article 48 de la Constitution, à partager avec le Parlement votre temps gouvernemental sur ce sujet? Ce chemin est le seul à même d'embrasser véritablement le sujet pour faire du handicap une grande cause, oui, une grande cause de ce premier semestre et travailler sereinement et sérieusement un texte de progrès. L'urgence l'impose, le moment l'exige, mais seule une volonté commune entre l'Assemblée et votre gouvernement le permettra. Je vous remercie. Vous l'avez rappelé, c'est aujourd'hui l'anniversaire des 20 ans de la loi portée par Jacques Chirac en 2005 pour véritablement donner une place pleine et entière à nos concitoyens qui sont en situation de handicap. Cet anniversaire, il nous oblige à en faire le bilan de façon objective, de façon lucide. Et aujourd'hui, je crois que ce que l'on peut dire, et c'est ce que nous disent aussi les associations, monsieur le député, c'est que nous sommes au milieu du gué. Nous avons beaucoup accéléré depuis 2017. Il faut maintenant que nous continuions à accélérer pour pouvoir atteindre pleinement les objectifs qui étaient ceux de cette loi. 2 choses sont possibles maintenant. D'abord, vous attendez l'engagement du gouvernement, c'est ce que vous avez évoqué. Et je voudrais rappeler que monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a tout de suite annoncé son souhait qu'il y ait un comité interministériel du handicap très vite. Ce comité, il aura lieu le 6 mars et nous avons souhaité qu'il soit le 6 mars pour pouvoir s'inscrire très vite dans cette étape qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle du bilan de cette loi. Nous allons pouvoir nous appuyer sur les travaux du CNCPH, sur les travaux du collectif handicap et évidemment sur les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont en cours pour pouvoir continuer à nous engager. Lors du CEH, l'ensemble des ministres auront dans leur feuille de route un temps véritablement dédié à des engagements pour le handicap. Et puis, monsieur le député, vous proposez qu'il y ait un changement de méthode, un travail de co-construction législatif. Et moi, je souhaite saisir la balle au bond que vous proposez. Je crois que vous avez raison, le sujet et le temps l'imposent. De nombreuses propositions appelleront à des évolutions législatives, même si on peut dire que les associations attendent surtout l'effectivité de la loi. Mais oui, nous pouvons continuer à travailler ensemble, collectivement. L'adoption de la loi du 11 février 2005 représentait un grand espoir pour les 12 millions de personnes handicapées qui composent notre pays. Mais alors que nous fêtons les 20 ans de son adoption aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que cette journée ne revêt nullement les couleurs de la célébration, mais bien celle d'un retard affligeant dans tous les domaines. Précarité massive, dérogation à n'en plus compter, ségrégation des personnes handicapées chaque jour. La France se déshonore davantage par ses entraves à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Nous devons sortir de la vision médicalisée du handicap, car ce n'est pas la déficience qui crée le handicap, mais bien une société excluante et des politiques publiques qui marginalisent. Avec ma collègue Christine Lenabour, nous débutons cette semaine une mission d'évaluation de la loi de 2005. Mais cette réflexion, nous devons la mener toutes et tous. Si je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, c'est plus largement à nos institutions que je m'adresse et à mes collègues députés. Quand allons-nous enfin prendre en compte systématiquement les besoins des personnes handicapées dans nos textes de loi ? Car ce sont souvent les premières impactées, mais les dernières prises en compte. J'ai une pensée particulière pour les personnes handicapées de Mayotte, qui pourraient être bien exclues davantage si les politiques de réhabilitation ne font pas de l'accessibilité une priorité absolue. Les droits fondamentaux des personnes handicapées
doivent être l'affaire de tous. C'est la responsabilité de chacun et chacune des ministres et députés sur ces bancs. Alors, 20 ans après la loi de 2005, vous engagez-vous donc, Monsieur le Premier ministre, à ce que notre République reconnaisse enfin chacune et chacun de ses citoyens dans leur singularité? Vous engagez-vous à ce que chaque projet de loi intègre systématiquement son impact sur les personnes les plus empêchées de notre société? Car nous ne voulons pas de la charité, mais des droits. Celui à une vie digne, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autodétermination. Merci. À la question, est-ce que vous vous engagez? Vous engagez-vous, pour parler français, vous engagez-vous à ce que tout texte comporte les garanties que vous avez exigées? Ma réponse est oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué pour dans quelques jours un conseil interministériel sur les problèmes du handicap. Nous avons fait des progrès considérables, en grande partie grâce à vous, notamment sur les fauteuils roulants, nous nous en sommes entretenus, et sur les dispositions nouvelles qui ont été arrêtées, notamment sur le fait qu'il n'y aura plus de reste à charge sur les fauteuils roulants. Et ceci va entrer en application dès l'année 2025, plus exactement dans la deuxième partie de l'année 2025. Et donc le combat que vous menez et que mènent pas seulement vous, autour de vous, mais tous ceux qui dans notre société éprouvent les difficultés que vous évoquez si justement, les difficultés liées au handicap et qui acceptent de prendre des responsabilités. J'ai à l'esprit des visages d'hommes et de femmes qui sont des adjoints dans les municipalités. Je voulais exprimer la gratitude que nous avons à leur endroit et la mienne personnelle, ceux à qui je pense se reconnaîtront, parce qu'ils ont changé notre regard sur notre vie en commun, sur l'accessibilité de tous nos équipements publics et privés et sur le fait que le handicap n'est pas un amoindrissement, c'est une situation de vie à laquelle nous devons reconnaître des droits et au service de laquelle nous devons mettre la mobilisation de la nation et de ses responsables. Merci beaucoup. Motion après motion, François Bayrou échappe à la censure grâce à un accord négocié avec les socialistes sur le budget. Mais pas si vite, une affaire le rattrape. Depuis 1 an, le parquet de Pau enquête sur une série de plaintes visant des faits présumés de violence, agressions sexuelles et viols commis au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram dans les Pyrénées-Atlantiques entre les années 70 et 1990. Le sujet donne lieu à une séance de questions très tendue. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer,
les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. La méthode est maintenant très bien connue des Français. Ils l'ont éprouvée à de très nombreuses reprises. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales dont le rebond sera naturellement recherché. De sorte que si on ne répond pas et qu'on se tait, on est coupable. Et si on répond et qu'on dément, on est immédiatement mis en accusation. Ce que je fais, j'explique ce dont il s'agit. D'abord, mes premières pensées, c'est pour les personnes, les hommes ou les garçons qui ont été en souffrance dans ces affaires-là. Et à eux, j'adresse ma sympathie, pas à ceux qui l'exploitent. Ensuite, cette institution, collège et lycée privé, est en effet dans ma région et dans le village voisin de celui où je suis né. Et en effet, mes enfants y ont été scolarisés. Et on dit, c'est un établissement tout le monde connaît des établissements de cet ordre, qui a la réputation d'être strict, et dont on disait, si tu n'es pas sage ou si tu ne travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés, et les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une preuve. Et puis, il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Devant la représentation nationale, le Premier ministre affirme qu'il n'avait pas connaissance des faits très graves commis dans cet établissement catholique du Béarn. Dans une longue enquête, Mediapart affirme le contraire. Les députés socialistes réclament à François Bayrou que toute la lumière soit faite sur ces agressions sexuelles. La gauche unie somme le Premier ministre de s'expliquer. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Des plaintes et des signalements ont été adressés
au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Mais je laisserai le procureur de la République de Pau, qui, en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, est le seul à pouvoir communiquer, s'il le souhaite, sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. Hier, vous répondiez. Aujourd'hui, vous ne répondez pas. D'après Mediapart, vous avez menti. Vous avez menti hier devant cette Assemblée, en prétendant ne pas connaître des crimes commis sur les enfants de l'établissement Notre-Dame de Bétarame. Nous, députés du groupe écologiste et social, apportons notre soutien aux victimes et nous les croyons. D'après cet article d'hier soir, vous auriez choisi l'omerta et la politique de l'entre-soi. Et ceci face à la protection des enfants. Vous étiez ministre de l'Éducation nationale, président du département des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau. Vous aviez tous les leviers, si cela s'avère exact, pour protéger ces enfants, et vous auriez choisi de ne pas le faire. Vous avez été alerté dans cet article par des victimes, par des parents, par des enseignants, et vous auriez choisi à chaque fois de garder le silence sur ces crimes. Ils ne sont malheureusement pas seuls, ces enfants. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Un enfant toutes les 3 minutes. Il s'agit d'un problème structurel de notre société. Vous nous devez, Monsieur le Ministre, des réponses claires. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner. Monsieur le député, dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Soutenir n'importe quel argument. Excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements, jamais, à telle enseigne que la lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024, avril 2024, alors que les faits en question reprochés, ils sont du XXe siècle, ils sont de 1990. Et donc, j'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information. Autrement, je le répète, est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans un établissement où de tels soupçons auraient lieu? Donc, je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Voilà donc pour cette séance houleuse. Et après ces échanges, François Bayrou s'est rendu à Notre-Dame de Bétarame où il a rencontré le collectif de victimes de violences et d'agressions sexuelles. Après plus de 3 heures de discussion, le Premier ministre a promis des moyens judiciaires supplémentaires pour enquêter sur les 112 plaintes déposées. Ainsi se termine cet épisode. On se retrouve très vite pour voir ou revoir une autre séance parlementaire. À bientôt.